Comme il n'a aucune information, Sora va devoir chercher à l'ancienne grâce aux souvenirs qu'ils lui ont laissés. Il interpelle alors la première personne qu'il croise. Montrant sa photo de famille, il demande à la femme si elle reconnaît ce couple. Son expression se métamorphose alors, laissant subitement transparaître de la surprise. Déguerpissant à toute vitesse, elle assure ne pas les connaître. Sur ce, au revoir. Sora ne comprend pas. Il pense avoir du riz avec ses tout de suite, mais bon, faut croire que non. Alors qu'il se dit devoir trouver quelqu'un de moins craintif, un homme hurle à ses trous du cul de regarder ailleurs. Beuglant subitement notre héros de bouger du chemin, ce dernier répond qu'il n'a pas entendu. Pourrait-il répéter? Intimidé mais ne voulant perdre la face, le jeune lui demande s'il est du coin. En tout cas, il est gonflé de venir draguer comme ça la nuit tombée. Avec une photo en plus, c'est super ringard. Vu qu'il en parle, Sora lui montre le cliché de ses parents pour savoir s'il les a vus dans cette ville. Complètement bouche bée, le jeune ne comprend pas pourquoi il a une photo d'eux. D'un ton sérieux, il demande alors à notre héros s'il a un problème avec ces gens. Sora répond son détour, il s'agit de ses parents. Jetant un œil au visage tout joué de l'enfant sur la photo et au vilain Grinch blanc balafré qu'il a en face de lui, le délinquant n'aime pas qu'on se foute de sa gueule, il va lui apprendre à... Un vrombissement de moteur se fait subitement entendre. Et voilà qu'un camion se retrouve à quelques mètres de leur conversation, avant de s'écraser sur notre héros à pleine vitesse. Bien qu'à côté, le délinquant s'en retrouve sain et sauf. Pourquoi Sora avait absorbé l'impact l'air de rien, demandant au crétin qu'il répète. Il a rien entendu avec tout ce boucan. Témoin de cette pure scène de farming, la peur s'installe alors chez le jeune voyou. À bien regarder, il constate qu'il a bien changé depuis les photos. La puberté fait vraiment des miracles, il l'envie. S'il veut retrouver ces personnes, c'est simple. Il n'a qu'à continuer droit dans cette direction et leur maison sera au bout. Sans attendre, Sora se met en route en remerciant le jeune, qui fait de même en retour. Agitant sa main, celui-ci souhaite bonne route à notre héros. Ce fut un plaisir de le... Notre héros parti, le jeune détale à son tour. Ça sent pas bon, il doit rassembler tout le monde et vite. De son côté, Sora n'était pas rassuré. Ce n'est vraiment pas bon signe qu'un voyou sache choisir ses parents. Déjà à l'époque, son père était gentil comme tout, et n'hésitait pas à rendre service à n'importe qui, dès qu'il en avait l'occasion. Sa mère aussi était des plus tendres. Malgré son air sévère, au fond, elle était des plus douces. Les personnes bienveillantes comme ses parents sont celles qui finissent exploitées, encore plus dans un monde en ruine comme aujourd'hui. Cependant, il est maintenant de retour. Sora compte bien faire en sorte que ses parents vivent sans problème. Continuant sa marche, il arrive enfin au bout de la route que le jeune lui indiquait. Et le voilà qui fait face à une immense propriété, tellement grande qu'il se demande s'il ne s'est pas trompé. Enfin, c'est vrai que vu l'état du monde aujourd'hui, il y a sûrement des maisons vides à ne plus savoir qu'en faire. Notre héros frappe ensuite à la porte. De l'autre côté, l'on constate qu'il a fini le travail plus tôt que d'habitude. Chose qui ravit Sora, qui reconnaît la voix de son père Soken. Ce dernier ouvre la porte en beuglant qu'il ramène son petit cul à l'intérieur et vont laisser descendre un verre. Le fils ne s'attendait pas à entendre un jour une telle chose sortir de la bouche de son père. Cependant, le visage de ce dernier se ferme en voyant qui est devant sa porte. Maintenant énervé, il demande à ce mendiant ce qu'il fout à toquer aussi tard chez les gens. Et notre héros répond que c'est lui. Mais Soken n'a pas l'air de comprendre. On lui dit alors que c'est Sora, son fils. Que quoi? C'est quoi encore ces techniques de brouteur? Peu après, le duo père-fils était rassemblé autour d'une table dans un silence glacial. La mère de Sora, Yara, les rejoint pour briser le mutisme ambiant. Leur servant à boire, elle constate que ces deux-là n'ont toujours pas échangé le moindre mot. Mais son mari rétorque que c'est normal, après tout, ce Sora-là n'a rien à voir avec celui qu'ils ont connu. Bien, Soken s'exclame alors que c'est dans ces moments-là qu'ils ont besoin de ça. Pas trop rassuré, notre héros lui demande ce qu'il entend par là. Son père veut bien entendu parler de secrets de famille que eux seuls connaissent, histoire de retisser les liens. Sauf qu'au fond de lui, il souhaite juste confirmer qu'il s'agit bien d'un imposteur. Si ce qu'il dit paraît suspect, il compte sur lui pour s'en occuper discrètement. Caché dans les charpentes, un homme a bien compris ce qu'attendait son maître de lui, même sans le dire. Cependant, Sora n'est pas naïf et a remarqué la présence de l'homme de main, comprenant que son père se méfie toujours de lui. D'un autre côté, ça le rassure de savoir que ses parents sont un minimum protégés par des gardes. Bien, maintenant il va jouer au jeu de son père, mais il va lui faire regretter d'avoir choisi une méthode aussi dangereuse que de dévoiler des secrets intimes. Notre héros commence par dévoiler que Soken prenait des cours de cuisine avec le groupe des femmes au foyer. Ce dernier n'en revient pas. Comment quiconque peut savoir ça? C'est censé être secret défense. L'homme dans le plafond, lui, avait du mal à imaginer ça de la légende vivante qu'est son boss. Cependant, ce n'est pas fini. Sora rajoute que son père prenait des cours de danse classique en cachette. Alors là, impossible, le sbire refuse d'y croire. Le grand Soken Mokujima, faisant du ballet, le boss du domaine comprend aussitôt que sa réputation est en grand danger. Voyant son regard inquiet, le sbire imagine donc que tout serait vrai. Un petit rire étouffé se fait alors entendre, sous les expressions un peu gênées de la famille. Bon, enfin, Soken dit que c'est peut-être vrai, mais il suffit d'un bon enquêteur pour trouver ça. Ça ne prouve absolument rien. Oh, et bien, si ça ne suffit toujours pas, Sora va révéler un grand secret de famille. Oh, son père est intrigué. Pour lui, c'est juste du bluff. Notre héros est 100% sérieux. Que son père ne vienne pas chouiner de ne pas avoir été prévenu. Ce dernier ne pouvait plus reculer. La sueur au front, il ne peut qu'aller jusqu'au bout. Sora pointe le katana exposé dans le salon, affirmant que c'est un faux, une vulgaire réplique
explique. Soken réfute instantanément de honte, il veut des preuves. Ok, très bien. Sora montre les marques de dents sur le manche. C'est son frère Riku qui les a faites quand ils étaient petits. L'homme de main refuse de croire ça. Le chef avait dit que c'est parce qu'il a dû utiliser son sabre avec sa bouche lors d'une bagarre quand ses mains étaient attachées. Et voyant Sora sortir la lame de son fourreau, le sbire a tout compris. Il compte en fait attaquer le chef par surprise avec. C'est le moment pour lui d'intervenir et... Quoi? La lame se rétracte en plus? Sora avait des doutes, mais ce truc est bien plus proche d'un jouet que d'un couteau de cuisine. Derrière lui, on lui hurle que c'est un idiot. Enlaçant son fils, aux Kenyans qui se sont fait un sang d'encre toutes ces années, le visage noyé par les larmes. Il est si heureux, c'est bien lui. Leur petit Sora est enfin rentré à la maison. Il jure à son fils qu'ils ont tout fait pour le retrouver et qu'ils n'ont jamais abandonné. Ils ont fouillé l'abri dans ses moindres recoins, et ce tous les jours depuis leur arrivée, en quête de la moindre information. Puis avant qu'il ne s'en rende compte, il a fini par avoir la position de boss ici. Et maintenant, ce chef vient de perdre toute crédibilité. Est-ce que Sora pourrait lui rendre service et faire descendre le type caché dans le plafond? Celui-ci venait d'assister à un truc qu'il n'aurait pas dû. Le chef de famille a vécu toute sa vie sous une pluie de sang, en quête de massacre. On raconte même que fut un temps il décapitait des gens pour un mauvais regard. Et là, ce même boss, il vient de devoir s'effondrer en larmes dans les bras d'un autre homme, dans une scène des plus niaises. Oh bordel! Le sbire comprend enfin qu'il est le seul témoin qui entacherait l'honneur du chef. Rampant vers la sortie, il doit vite partir sans se faire remarquer, sinon l'on lui attrape la jambe à travers le plafond. Qu'il reste donc encore un peu. Son père a une folle envie de discuter avec lui. Et ainsi, quelques explications après, les voilà tous réunis autour de la table pour trouver comment gérer ce petit problème. Le patriarche interpelle Ochiro, son homme de main. Parmi tous les gardes, il est la plus grande pipelette, incapable de tenir sa langue. Donc, Sora lui indique que si leur petite scène familiale vient se faire savoir en dehors de cette pièce, il dit en cœur avec son père qu'ils sauront direct qu'il est derrière tout ça, donc gare à ses fesses. Ochiro jure que pas un mot ne sortira de sa bouche, il le promet sur sa vie. Ces deux-là sont vraiment des démons sans cœur, aucun doute qu'ils sont bien père et fils. Bien, Yara pense que ça suffira. Pas la peine d'aller jusqu'à menacer ce pauvre Ochiro. Ce dernier est ému, la matriarche est d'une douceur vraiment. Après tout, il n'est pas assez stupide pour risquer sa vie, pas vrai? L'on confirme à madame que oui, rien ne sortira d'ici. Mais quand même, Soken est remonté de voir ses secrets exposés. Encore un peu, et Sora aurait même pu dévoiler le fétiche de son père pour les pieds. Sa femme signale alors qu'il commence à en dire un peu trop lui aussi. Qu'il se taise, c'est privé. Tout ça rendait heureux notre héros, dont le visage s'adoucit enfin depuis sa sortie des abysses. Il se croirait presque revenu à la maison, au temps où les choses allaient encore bien. À l'époque où ses seuls problèmes étaient à l'école. Cependant, des bruits de pas le mettent soudainement en alerte. Débarquant en trompe dans la pièce, on appelle le boss que c'est urgent. Ces hommes de main s'étaient rassemblés, et Baiji, le voyou de tout à l'heure, crie qu'un type louche aux cheveux décolorés est à sa recherche. Ces hurlements finis, ne restait qu'un silence un peu gênant dans la salle. Sora demande alors si c'est censé être lui, le type louche aux cheveux décolorés. Remontant l'info de ce qu'il voit jusqu'à son cerveau, Baiji panique que c'est trop tard, il est déjà là. On signale à l'intrus qu'il est peut-être fort, mais qu'il prenne pas la confiance, il a ramené du monde pour s'occuper de lui. Tremblant comme feuille au vent, le voyou est sûr qu'il fait partie des Tiger Roar et... Sora se précipite pour faire arrêter aux jambes de Baiji leur tremblement agaçant, avant de lui lancer un regard perçant jusqu'à son âme. Notre héros finit par se relâcher, indiquant à son père qu'il devrait faire les présentations. Soken indique alors à ses hommes qu'il s'agit de son fils Sora, qui était porté disparu ces 5 dernières années. Actuellement, son niveau de chasseur est de... Bordel, il voulait flex le niveau de son fils, mais il en a aucune idée. Faut qu'il change de sujet vite avant de passer pour un père désintéressé. Notre héros prend les devants et annonce à tous qu'il n'a pas de système. Parmi les hommes de main, on se demande bien comment il a pu survivre 5 ans en dehors de l'abri sans système. Mais surtout, Baiji indique que si Sora n'a vraiment pas de système, alors peu importe à quel point il s'entraîne, il ne surpassera jamais la force d'un misérable chasseur de niveau 10. Un des sbires ne comprend rien, Baiji beuglé pourtant va faire un mec super balèze. Et au final, c'est juste un débutant sans système. Le délinquant se défend qu'il a dû paniquer en apprenant qu'il cherchait le boss, voilà tout. Enfin il dit ça, mais il a pourtant bien vu notre héros se prendre un camion sans broncher. Un débutant ne pourrait jamais faire ça. Sora remarque la confusion que provoque son absence de système pour évaluer sa force. Il indique ensuite à Baiji qu'il peut checker son niveau de lui-même si ça l'intrigue tant. Celui-ci n'est pas trop sûr de comment il devrait interpréter cette demande. Il révèle ensuite à notre héros que ce n'est pas aussi simple, mais c'est normal qu'il ne sache pas les bases du système comme il n'en a pas. Pour faire simple avec le système, on peut voir le niveau des monstres juste en les regardant. C'est accessible à tous, tout le monde peut le faire. Par contre, quand il s'agit d'un joueur, dans ce cas cette information est protégée et nécessite une compétence d'inspection. Soken rajoute même que ce genre de skill est plutôt rare. Les chasseurs avec ne courent pas les rues. Mais Baiji signale que le boss possède justement cette capacité s'il se souvient bien. Dans ce cas, Sora est curieux que son père jette un œil si possible. Notre héros aimerait bien avoir plus d'informations concernant tout ce bordel, y compris les abysses ou même la source de ses pouvoirs. Quelques instants de préparation après, tout le monde s'était rassemblé derrière le boss pour avoir le fin mot de l'histoire sur le niveau de Sora. Ce dernier demande à sa mère pourquoi elle ne veut pas regarder avec eux. Est-ce qu'elle n'est pas intéressée? Celle-ci répond qu'après autant de temps, elle souhaite surtout
surtout rester aux côtés de son fils. De toute façon, elle sait déjà quel sera le résultat. Du côté de son mari, une fois la compétence lancée, tous restés dans la compréhension la plus totale. Peu importe combien de fois Soken essaye, il obtient encore et toujours le même résultat. Impossible pour lui d'évaluer le niveau de son fils. Absolument aucune information n'est visible. C'est la première fois qu'il assiste à ça. Il ne voit que deux raisons qui expliqueraient cela. La première étant l'absence de système, entraînant donc une erreur. Quant à la deuxième, ce serait simplement parce qu'il est d'un niveau beaucoup trop haut par rapport au sien. Par contre, c'est bizarre. Même si Sora n'a pas de système, son père devrait être au minimum capable de voir son nom. Cependant, comme là rien n'apparaît et que son fils a survécu 5 ans par ses propres moyens, il est inenvisageable qu'il soit un débutant. Son niveau est donc probablement trop haut pour être perçu. Mais bordel, qu'est-ce qu'il a même pu faire pendant ces dernières années? Yara pense que ça importe peu. Il devrait plutôt être en train de se réjouir et célébrer son retour. Après tout, leur enfant chéri qui était perdu a retrouvé sa route jusqu'ici. Caressant la joue de son fils, elle est sûre qu'il a dû en baver tout ce temps où il était seul, mais il a tenu bon. Ce premier geste d'affection était le premier que Sora recevait depuis 5 ans. Lui qui a été enfermé en enfer et forcé de tuer des milliards de monstres avec comme objectif de survivre, sans même savoir s'il pourrait un jour rentrer auprès de ceux qu'il aimait. Lui qui était devenu si imperturbable, décroche enfin des larmes qu'il retenait depuis si longtemps. Les yeux humides, Sora rassure sa mère que tout va bien maintenant. Il est rentré à la maison. Il promet de ne plus jamais la faire pleurer, ni même de la faire s'inquiéter. Toute cette émotion atteignait aussi le patriarche, bien qu'il ait déjà versé ses larmes plus tôt. Poussant ses hommes vers la sortie, il leur demande de débarrasser le plancher quelques instants. Une mère et son fils sont réunis après 5 années être séparés. C'est un moment précieux pour eux, ils vont les laisser. Ayant déjà eu ses retrouvailles, Soken referme la porte une fois dehors. Il interpelle ensuite ses hommes pour savoir où en est Jiro. Il devrait déjà être revenu à cette heure-ci. Du côté de Sora, une fois l'émotion retombée, il demande à sa mère comment va son grand frère Riku. Quand ils ont évacué de l'appartement à l'époque, c'était impossible de le contacter. Un peu inquiet, il espère qu'il n'est pas... Yara le rassure immédiatement qu'il va très bien. C'est juste que comme il est dans l'armée, il n'a pas beaucoup d'occasion de rentrer. Si notre héros le souhaite, elle peut l'appeler, ça lui fera du bien. Depuis l'invasion, Riku est toujours au front, comme s'il cherchait à venger son petit frère. Sora se rappelle qu'il a toujours été très protecteur envers lui, et ça fait si longtemps qu'il ne l'a pas vu, comme il avait déjà rejoint l'armée à l'époque. Parlons d'autre chose, notre héros demande à sa mère si elle a un bon statut ici, et cette dernière répond qu'elle a plutôt une bonne place, oui. La raison principale, c'est qu'elle s'est éveillée à la classe de druide. Elle a donc des capacités de soins, de support, mais peut aussi avoir des prémonitions. Avec autant de capacités, Sora demande si elle peut découvrir ce qui lui arrive. Malheureusement, Yara n'a pas de quoi répondre à ça, non. Chose qui étonne notre héros. Comment a-t-elle su pour le résultat de tout à l'heure, alors? Posant la main sur la joue de son fils, elle vient de lui dire que les druides ont des pouvoirs de prémonition. Puis, passant ce dernier, Yara affirme qu'au fond, elle savait aussi qu'il finirait par revenir. Du côté de l'extérieur de la propriété Mukujima, un toquement se fait entendre. Ouvrant la porte, on demande qui est là, avant de se rendre compte qu'il s'agit là de Monsieur Iwashima Jiro, le bras droit de Soken. Et en parlant de lui, le voilà qui accueille son lieutenant à bras ouverts, le sourire ravivé par cette belle soirée de retrouvailles. Cependant, son acolyte ne semble pas aussi joyeux. À l'inverse même, son visage est fermé. Le chef remarque ça et demande pourquoi c'était de 6 pieds de long. Se rapprochant de son second, il espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Il a passé une super soirée, faudrait pas la ruiner. Malheureusement, Jiro l'informe que si. Comme il s'en doutait, l'armée s'est alliée avec les Tiger Roar. Quand ils sont partis livrer les carcasses de monstres aux militaires, un type agaçant a commencé à dire que les produits étaient endommagés ou de mauvaise qualité. Résultat, il ne leur a donné que la moitié du prix convenu, tout en mentant à ses supérieurs en indiquant le montant de base. Après quelques recherches, ils ont trouvé que seule la guilde du Tiger Roar n'était pas impactée par ce genre de problème. Soken comprend mieux maintenant que sa théorie était confirmée. Si les Tiger Roar qui sont censés être neutres se permettent d'agir ainsi, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui se dessine. Cependant, ce n'est pas un problème qu'ils peuvent ignorer. Ce genre de magouille va finir par impacter tout l'abri. Enfin, pour le moment, il invite Jiro à se reposer. Ils en rediscuteront en temps venu. Il va leur montrer, lui, que la guilde de l'Union ne tolère pas ce genre de coup fourré. À l'intérieur du bâtiment, Sora avait tout entendu. Grâce à ses pouvoirs, ses sens sont devenus assez aiguisés pour entendre même de loin. Par contre, il commence à trop entendre le nom de Tiger Roar. Entre les bouffons qui étaient là à son retour et cette enflure d'Eiji, il est clair que cette guilde est un nid à problème. Si son père compte aller négocier avec des types pareils, ça va sûrement mal tourner, il n'est pas rassuré. Ouvrant la porte, Sora interpelle son père au moment de partir. D'une expression confiante, il dit vouloir l'accompagner. Oh, Eiji est intéressé. Ça pourrait être l'occasion de voir sa vraie force en situation réelle. Jiro, lui, regardez notre héros d'un air un peu perdu. Il demande donc à son chef qui est cette personne qu'il ne connaît guère aux côtés de Madame Yara. Soken explique donc qu'il s'agit de son fils Sora. Il était porté disparu pendant 5 ans avant de revenir aujourd'hui. Quant à son niveau, comment dire, malheureusement, son fils n'a pas débloqué le système, donc la situation est plutôt chaotique. Ne sachant pas que notre héros est puissant, Jiro pense qu'il est une personne banale. Si jamais ce type les rejoint et que la situation dérape, il y a de fortes chances qu'il finisse par être blessé, voire tué. De son meilleur acting, il interpelle son boss. Leur gamin vient à peine de revenir, il doit être épuisé. Il devrait plutôt penser à se reposer, non? Ah, effectivement.
Effectivement, le chef indique à Sora qu'il devrait plutôt rester ici pour passer du temps avec sa mère. Cette dernière surenchérit que c'est une très bonne idée, elle en profitera pour lui montrer les alentours. Notre héros n'est pas dupe, il comprend que tout le monde cherche à le protéger parce qu'il le pense faible étant donné qu'il n'a pas de système. Mais maintenant qu'il y pense, ce n'est pas une mauvaise idée qu'il se fasse discret. S'il y a bien une entité puissante dans cet abri comme il le pense, il vaut mieux éviter de se faire remarquer pour ne pas faire prendre de risques à ses parents. Sora finit par accepter de rester ici, chose qui remplit Baiji de somme. Il avait l'occasion de confirmer ses doutes sur la force de Sora, maintenant c'est foutu. Bien, la question réglée. Soken et ses hommes se mettent en route, bien déterminés à avoir des réponses. Et les voilà qui quittent le domaine sous l'œil de notre héros. Ce dernier se voit rassuré par sa mère, qui affirme que son père s'inquiète juste pour lui. Leur fils a bataillé dur pendant 5 longues années en solitaire. Ce serait déraisonnable de le mettre en danger le soir même de son retour. Oh allez, qu'il fasse pas cette tête, le grand Soken est plus fort qu'il en a l'air. En plus elle a vu le futur, il va rentrer intact, il peut la croire. Ok, c'est bon, il a compris, mais qu'elle arrête maintenant, Sora n'est plus un enfant. Au fond il reste inquiet, bien que sa mère puisse sentir le danger. Ce n'est pas une bonne chose que son père soit confronté à une alliance entre une guilde et l'armée. Notre héros demande ensuite quelle est la situation au sein de l'abri. Pourquoi est-ce que les types de Tiger Roar sont-ils en mauvais termes avec eux? Yara explique donc qu'après l'invasion, Soken, son père, a fondé la guilde de l'Union pour aider l'armée à gérer les abris. Son but était surtout d'avoir l'aide du gouvernement ici, à l'abri numéro 6, pour l'aider à retrouver son fils. Finalement, la guilde a grossi avant même qu'il ne s'en rende compte. Il faut croire que beaucoup ont dû être attirés par cet homme, déterminé à aider tout le monde à retrouver leur famille comme lui. L'armée s'occupait de mener des assauts sur les tours. Quant à la guilde de l'Union, elle s'occupait de la défense des abris ou du ravitaillement. Son père est un homme bon, il ne voulait sûrement pas risquer la vie de ses hommes dans des raids. Tout ce qu'elle vient de lui dire, c'est la manière dont se sont passées les 4 premières années ici à l'abri numéro 6. Seulement voilà, après ça, la guilde du Tiger Roar, un énorme groupe venant de l'abri 4, a ouvert une branche ici au 6ème. Depuis qu'ils sont arrivés ici, pas un jour ne s'est passé sans qu'il n'y ait de conflit avec eux. Sora fait la remarque que l'armée devrait être concernée, pourquoi n'intervient-elle pas? Le gouvernement ne peut juste rien faire. La guilde du Tiger Roar a été fondée pour assaillir les tours. Elle est donc composée de gens puissants, et comme les monstres deviennent de plus en plus forts, l'armée n'a d'autre choix que de leur demander de l'aide. Enfin elle dit ça, mais la vraie raison c'est surtout que cette guilde possède ce qu'on appelle des Ezra, des éveillés choisis par les divinités des tours. Tant qu'ils auront le plus grand nombre d'Ezra dans leur rang, ils auront carte blanche pour agir aux yeux et à la barbe de l'armée. Sora n'a pas tout compris. Qu'est-ce que sa mère entend par Ezra ou divinité des tours? Eh bien tout comme leur nom l'indique, ils sont les seigneurs des tours qui sont apparus. Pour eux humains, leur pouvoir est semblable à ceux des dieux, et il leur arrive de partager de leur force divine avec des chasseurs qui terminent une tour. On les appelle alors les Ezra, ou encore les élus. Quand une personne a le soutien d'un dieu d'une tour, il en devient son représentant, en plus d'acquérir une force monstrueuse. Actuellement les Tiger Roar sont ceux qui ont le plus d'Ezra dans leur rang, ce qui perturbe l'équilibre des puissances. Leur guilde a donc pu s'étendre facilement, tout en absorbant les autres guildes sur leur passage. Ici à l'abri, la population affectionne la guilde de l'Union. Malheureusement celle-ci n'a jamais terrassé la moindre tour, et ils se retrouvent être les seuls parmi les grandes guildes à n'avoir aucun Ezra dans leur rang. Sora comprend mieux, la situation se présente vraiment mal. Par contre si comme elle le dit, les civils aiment bien la guilde de l'Union, alors pourquoi est-ce qu'ils ont une dégaine de Yakuza? Ah ça, c'est juste que Yara aime bien, ça fait vieux jeu. Ouais, notre héros n'est pas sûr que ça soit l'idée du siècle par les temps qui courent. Sa mère rétorque que ça importe peu, tout le monde prend ça à cœur, ça permet d'oublier les tracas d'extérieur. Poussant son fils dans sa chambre, Yara l'invite à se reposer, à prendre un bain aussi, parce qu'on les sent les 5 années. Avant de partir, elle lui a laissé une boîte de Kleenex au cas où, comme ça fait longtemps, et ça ira pour Sora, pitié qu'elle le laisse enfin seul. La mère de notre héros enfin repartie, ce dernier restait planté debout dans le silence, avant de se concentrer sur son entourage. À l'aide de sa super Wii, il confirme bien que les bruits de pas sont en train de s'éloigner. Bien qu'il n'ait pas réagi devant sa mère, la situation est vraiment plus grave qu'il ne le pensait. Ouvrant la fenêtre, Sora est désolé de désobéir, mais il ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Le voilà alors qu'il bondit dans les airs comme à son habitude. Cependant, la fugue du garçon n'est pas passée inaperçue. Yara constate que les enfants peuvent vraiment être têtus parfois. Elle lui a pourtant dit de se reposer. Du côté du padre Mukujima, celui-ci se rendait auprès de la branche des Tiger Roar pour leur demander des comptes. Ce qu'il ne savait pas en revanche, c'est que notre héros était sur ses traces. Celui-ci ne sait pas par où aller, mais par chance seul le centre de l'abri est éclairé comme jamais. Ça lui sert de point de repère. Et apercevant le groupe de Soken avec sa vision surhumaine, Sora se met soudainement à être pris de vertige. Il ne comprend pas, c'est bizarre. Depuis qu'il a absorbé la pierre des abysses, il n'a même pas attrapé un vulgaire rhume. Le voilà alors qui entend une voix, clamant qu'il ne laissera pas la graine de l'abysse lui échapper. Pris au dépourvu, Sora scrute alors les alentours, mais rien à faire, il n'y a personne. Il a clairement reconnu la voix de l'émissaire des abysses, pourtant, il ne sent sa présence nulle part, c'est étrange. Cela embête notre héros. Finalement, ce type est bien lui aussi à l'abri 6 comme il le pensait. Soudainement, les vertiges reprennent de plus belle en même temps que les murmures. Il ne le laissera pas s'échapper. Il ne peut plus fuir de toute façon. Dévoilant son visage, l'émissaire ricane.
Scan qu'il a déjà marqué l'âme de notre héros. Sans attendre, Sora tente alors d'exploser ce vilain faciès. Cependant, cela n'a eu aucun effet. Il semblerait qu'il s'agisse d'une illusion. Le marquage de l'âme, il a dit. Est-ce que Sora est donc condamné à voir ce truc en permanence? Et alors que le parasite répète à nouveau qu'il ne peut plus s'échapper, l'ombre a qu'une lumière sur notre héros, demandant ce qu'il fout là aussi tard. Et merde, Sora a dû faire trop de bruit à cause de l'illusion, et ça a dû rameuter des militaires. Sans attendre, il se dépêche alors de fuir ailleurs. Pendant son vol, il remarque cependant que l'illusion a enfin disparu, et qu'il ne sache pas pourquoi. Et atterrissant sur un autre bâtiment désert, voilà que l'illusion revient à la charge, répétant les mêmes paroles tel un programme. Si Sora devait émettre une théorie, il dirait que c'est la lumière qui l'a fait disparaître. Dans tous les cas, il doit trouver un moyen de s'en débarrasser, donc ça ne coûte rien de faire un essai. Maintenant planté sous la lumière d'un lampadaire, notre héros a une idée de comment ça fonctionne. Lorsqu'il est dans un environnement sombre pendant 7 secondes, il est alors pris de vertige et le marquage de l'âme réapparaît pour spammer les mêmes phrases. Il a l'air d'être le seul à voir cette saleté flotter dans les airs, et en plus, les dialogues changent en fonction de ses émotions. Ah, c'est vraiment une plaie, et comme ça serait trop facile de juste rester sous la lumière, sa tête bourdonne comme jamais quand il n'est pas dans les ténèbres. Enfin, au moins l'avantage, c'est que ça fait disparaître son horrible tête ainsi que son irritante voix provocatrice. Il a sûrement été marqué pendant son combat à la zone X, et si le marquage ne s'est pas activé avant, c'est sûrement grâce au soleil ou aux lumières de la maison de ses parents. Et vu que ce zigoto revient à la charge et que ce n'est plus éclairé, cela confirme ses théories. Ceci dit, Sora doit faire attention. Vu les paroles que lui sort le marquage, il n'est pas impossible qu'il puisse le traquer à distance. Notre héros ne doit pas baisser sa garde, et partir du principe qu'une attaque surprise pourrait arriver n'importe quand. Bon, maintenant faut qu'il retrouve la trace de son père, mais bordel, ce truc est vraiment agaçant. Tellement agaçant qu'il passe pour un fou furieux, à force de se débattre tout en parlant seul à voix haute. Forcé à être sous la lumière, notre héros marche à la recherche de ce qu'il a perdu. Entre les éclairages et les voitures, c'est parfait pour que cette attaque-là ne sorte pas. Bon, maintenant Sora réfléchit à la situation concernant son père. Si sa mère a vu juste et que l'armée n'a plus d'intérêt à maintenir leur alliance avec la guilde de l'Union, dans ce cas la situation pourrait dégénérer dans un futur proche. Sora sait que des individus puissants comme le moine se tirent dans les environs, et que l'armée va profiter de l'alliance avec les Tiger Roar pour agir. Avec tout ça, la guilde de l'Union est clairement sous la menace. Ce qui veut dire que Sora doit rester vigilant. Il est prêt à se salir les mains et à recourir au meurtre si c'est pour protéger ses parents. Stoppant sa marche, notre héros n'aime pas ça. Avoir de telles pensées ne lui ressemble pas. Il aimerait retourner au jour paisible d'avant les tours. Sora relève ensuite sa tête et aperçoit les hommes de son père qui se sont arrêtés. Se faisant discret, il pense que ça doit être le repère des Tiger Roar. Il se demande bien comment son père va tenter de dialoguer vu la complexité de la situation. Dans ses souvenirs, son père était beaucoup trop tendre, le genre à dire que la violence ne résout rien et doit être utilisée en ultime recours. C'est comme ça que Sora a été élevé, par un homme bon et pacifiste. Est-ce que même aujourd'hui, dans un cadre aussi chaotique, il va encore tenter de résoudre ce genre de conflit à l'amiable? Soudainement, Sora est interpellé par des cris d'encouragement. Les hommes de main de son père hurlent tout content que le spectacle va commencer. Ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas vu le chef dégainer sa lame. Main sur la poignée de son katana, Touken Mokujima se met en position, libérant son énergie foudroyante. Le patriarche interpelle Tsushida d'un air menaçant et dégainant son arme, il envoie un slash immense tout en hurlant au rat de se montrer. Le bâtiment entier se voit fendu, explosé par l'attaque du père de Sora, qui affiche une expression sadique remplie de plaisir, sous les encouragements des cris de joie des hommes de sa guilde. Alors que Sora, lui, se demande c'est quoi ce bordel. Une fois l'attaque de sommation du chef de guilde effectuée et le message bien envoyé, ce dernier regagne sa lame sans montrer la moindre fatigue. L'on interpelle alors l'un des sbires dans son dos. Notre héros demande si son père, enfin le boss, a toujours été aussi brutal. On lui répond alors que c'est connu, que M. Sokane est du genre à agir avant de parler. Sora ne comprend pas. Le boss n'était pas du genre à dire que la violence est l'ultime recours et tout et tout. Ah ça, on lui répond que c'était bien le cas à l'époque, oui, quand les gens pensaient encore que l'armée pouvait rétablir l'ordre. Beaucoup de choses sont arrivées depuis, mais les militaires n'en ont rien à faire de quelques bagarres, du moment que les chasseurs font leur taf et que les civils ne sont pas impliqués. Du coup, faire parler les poinçés retrouve être la solution la plus rapide. De toute façon, ça finit toujours comme ça, donc autant pas s'embêter. Frappe d'abord et parle après. C'est devenu une règle assez courante dans le monde d'aujourd'hui. Sora n'aurait jamais imaginé ça. En se basant sur le moine d'hier, il croyait que les gens puissants auraient plutôt tendance à se faire discret. Mais du coup, ça l'intrigue. Est-ce que ça veut dire que du moment qu'on est fort, on peut foutre le bordel sans conséquence? Ça le rend encore plus suspicieux du type qui avait les yeux bandés. Son attitude était beaucoup trop nonchalante. Et en parlant de lui, il était perché sur un bâtiment tel la chauve-souris. Arrivé à la zone X, le moine pouvait enfin voir le chaos qui avait lieu la veille. Yuki no Chosen, moine illuminé à la classe d'Arat, avait retiré son bandeau pour observer le champ de bataille. Celui-ci active ensuite sa compétence de regard perçant. Il peut maintenant apercevoir le cadavre d'un monstre de niveau 90. Par contre, son corps ne présente aucune blessure liée à des armes militaires.
dissimulant ses yeux, Chosen trouve ça effrayant que des individus aussi forts soient parmi eux. C'est à se demander qui sont les vrais monstres ici. De retour à l'abri numéro 6, au repère des Tiger Roar, l'on hurle le nom de Soken Mokujima, cette espèce d'enfoiré. Gokai Tsushida, leader de la branche, sort furieux du bâtiment et lui demande pour qui il se prend à faire ça. Est-ce qu'il se croit encore autant où sa misérable guilde dominait cet abri? En effet, Soken avoue que ça a bien changé depuis que ces cafards ont commencé à envahir leur paisible rue. Il rajoute même qu'il aurait dû le tuer déjà à l'époque. Oh, et bien dans ce cas, Tsushida n'invite à le faire ici même si l'on a autant envie. Le père de Sora lui conseille de bien faire attention à ce qu'il raconte. La main paraît à dégainer, ce n'est pas un truc à dire à la légère. Voyant qu'il est sérieux, Tsushida commence à flipper. Il devrait l'avoir assez provoqué, non? Pourquoi est-ce qu'il ne sort pas? À moins qu'ils ne doivent aller plus loin. Pas serein du tout, l'on provoque à nouveau Soken. Que cette poule mouillée agisse au lieu de parler. Leur guilde de ratés ne vaut même pas le coup d'être absorbé par les Tiger Roar. C'en est assez pour Soken qui fonce à l'assaut. Cependant, Tsushida parvient à parer avec son skill de défense. Et tout comme l'homme caché derrière lui, il affiche alors un sourire ravi que Soken est mordu à l'hameçon. L'on hurle alors que c'en est assez. Sortant du bâtiment, l'on réclame de mettre fin à cette agression sur le champ. Assomu à Rui, assassin de niveau 63 et militaire, n'en reviennent pas qu'il ose démarrer un combat dans un abri. Les hommes de Soken ne comprennent pas que ce type soit là. Est-ce qu'il compte prendre parti pour les Tiger Roar? Sora est sûr qu'il s'agit du type dont Jiro parlait lorsqu'il a dit qu'un militaire se croquait les ventes de carcasse. Ce n'est pas une coïncidence s'il est ici ce soir. Notre héros peut le sentir. Il y a du monde qui se cache dans le bâtiment. Cet enfoiré avait tout prévu pour que ça se retourne contre la guilde de l'Union. Rui s'avance alors confiant vers celui qui a été piégé. Ce dernier comprend que ça va être compliqué de se dépêtrer d'un tel bourbier. Le militaire cite ensuite l'article 15 des lois concernant les abris, comme quoi nul duel n'est autorisé à l'intérieur. Les coupables se verront punis d'un emprisonnement de 15 jours ou plus, dépendant de la gravité des actes. Dans le pire des cas, il pourrait même être condamné à la peine capitale. Monsieur Mokujima lui ferait-il le plaisir de bien vouloir l'accompagner? Soken s'est fait avoir, il aurait dû se douter que les provocations avaient un but. Si ces types sont prêts à manigancer aussi ouvertement, c'est qu'ils n'ont pas peur des conséquences et comptent aller jusqu'au bout. Si Soken se laisse emprisonner, il est sûr de ne plus jamais revoir la lumière du jour. C'est même possible qu'il tente de l'éliminer en maquillant ça en accident. Et si Soken disparaît, les Tiger Roar en profiteront immédiatement pour écraser sa famille et tous ses hommes de main. Mais tout de même, comment l'armée peut-elle se permettre de briser l'équilibre des forces entre les guildes? Y aurait-il des conflits internes qui perturbent leur organisation? Le père de Sora ne sait pas quel est leur objectif, mais il ne faut surtout pas qu'il se laisse embarquer. Il affiche alors un grand sourire, affirmant qu'il y a méprise. D'autant plus, c'est assez malhonnête de l'accuser d'un tel crime sans preuve, ne trouve-t-il pas? Haru lève son doigt pointant le bâtiment. La marque de katana ancrée dans la façade lui paraît être une preuve plutôt convaincante. Mais non, voyons, Soken affirme là qu'il s'agit là d'une incompréhension. Ce n'est pas une preuve qu'il a attaqué qui que ce soit, mais plutôt qu'il a entamé des rénovations sur un vieux bâtiment. Le militaire constate que cet idiot n'a pas encore compris la situation dans laquelle il est. C'est à lui et lui seul que revient le droit de dire qui a fait quoi ici. Et s'il dit qu'un duel a eu lieu, c'est ce qui est arrivé, point final. Dévoilant des dizaines de soldats armes en main, l'on indique à Soken qu'il a perdu à l'instant même où il s'est rendu ici. Allez, qu'il se rende sans faire d'histoire avant de le regretter. Derrière la scène, les hommes de la guilde de l'Union encouragent leur boss à ne pas se laisser faire. Baeji est prêt à se battre, mais Soken répond qu'il ne faut pas s'emporter. Ces grandes gueules ne vont pas oser ouvrir le feu. Leur supérieur pourrait être touché. Ah vraiment? Haru le trouve bien sûr de lui. Avec son skill d'analyse, le patriarche connaît la classe et le niveau de son adversaire. Ça peut être compliqué de gérer un assassin. Cependant, il a aussi l'option de prendre Tsushida en otage. Se préparant à dégainer, c'est décidé, il va faire ça, oui. Les deux crapules ont senti qu'il allait attaquer et se tiennent prêts à réagir. Tsushida lance sa compétence de bouclier anti-lame, il ne doit pas se faire attraper. Il est assez confiant. Les chasseurs orientés défense comme lui ont de meilleures capacités de perception. Vu la distance entre eux, il est sûr de voir l'attaque arriver. Son skill de bouclier anti-lame ne marche que contre les épées, mais en échange il peut les bloquer encore plus efficacement. Tsushida a déjà réussi à parer l'attaque d'un chasseur de niveau 70, alors ce n'est pas ce vieux grincheux qui va lui faire peur. Oui, l'on est sûr, son épée sera parée et détruite par sa compétence. Et alors que Tsushida hurle qu'il est prêt à encaisser, Haru conseille à nouveau que Soken le suive gentiment, sans quoi tous ses compagnons le suivront dans l'emprisonnement. Allez, tout dépend de lui, qu'il prenne sa décision. À ces mots, le père de Sora serre sa mâchoire de colère prêt à exploser, mais le voilà qui finit par enlever sa main du manche de son arme, avant de tendre son katana en signe de reddition devant la compréhension de ses hommes. Bien, Haru est content, ça aurait été fort pénible de devoir écraser tous ces insectes. Cette provocation énerve la guilde de l'Union, qui remet même en doute la décision de leur chef, bien qu'il ait fait ça pour eux. Cependant, Jiro garde son calme, le boss et lui ont un code secret. Quand il prend cette position avec son arme, c'est le signal qu'il va attaquer. Se préparant discrètement à intervenir, personne ici ne sait qu'ils ont une attaque combinée. Soudainement, Soken lâche son arme qui se dématérialise. Tsushida
Tsushida ne comprend rien, qu'est-ce que... À peine l'a-t-il réalisé que le chef de guilde se rue sur lui. Mais le tank n'est pas inquiété, son bouclier est conçu pour repousser les lames. Si encore il avait tenté une autre attaque, mais cet imbécile de Soken réinvoque son katana. Tsushida n'a aucune inquiétude quand apparaît son assaut. Cependant, c'était sans compter sur Jiro qui met en œuvre la tactique surprise de l'Union. Avec sa compétence, il explose le sol et en contrôle les gravats, avant que ne se forme une masse de roche au bout du katana de Soken. Ce dernier explose alors le bouclier de sa nouvelle arme. Et merde, Tsushida s'est fait avoir, c'était pas une attaque tranchante. Et maintenant qu'il a brisé sa défense, Soken va mettre la main sur cette ordure. Cependant, Harui attendait cette occasion pour agir. Et d'une rapidité éclair, se retrouve derrière le père de Sora, occupé avec Tsushida. Malheureusement pour le militaire, Jiro ne doit pas rester les bras croisés. De justesse, il parvient à ériger une cloison de roche, repoussant l'assaut d'Harui. Ce dernier se retrouve alors piégé, incapable d'intervenir. De l'autre côté, Tsushida se met à paniquer et ordonne aux soldats d'intervenir pour le sauver. Sans hésiter, ceux-ci ouvrent alors le feu sur le chef de guilde. Cependant, ce giga-chat de Jiro est encore là pour le sauver. Et le voilà qui protège son chef des balles à l'aide d'une muraille, en plus de bloquer son opposant. Bien, Soken devrait pouvoir terminer le travail qu'on lui a mâché. Et alors qu'il s'apprête à mettre enfin la main sur Tsushida, ce dernier disparaît subitement du champ de bataille. Soken ne comprend rien et cherche à peu atterrir son adversaire. L'on félicite alors la guilde de l'Union pour leur stratégie. C'était plutôt impressionnant. Malheureusement pour eux, Harui a mis la main sur un fragment du bouclier de Tsushida. Il a donc pu activer sa compétence pour ramener son propriétaire jusqu'à lui. C'est donc une fin de carrière pour leur misérable guilde, maintenant que leur tentative a échoué. Et alors que le militaire hurle à ses hommes d'agir, le visage de Soken se remplit de surprise. De même pour Jiro, ou encore des hommes de main du fonctionnaire corrompu. Hein? Harui ne comprend pas pourquoi ils font tous ces têtes d'ahuri. Derrière lui, l'on se demande aussi ce qu'il y a de si surprenant, même s'il a sa petite idée. Le militaire n'a pas senti sa présence alors qu'il est un assassin. Qui est ce type? Un allié de Mukujima? Il ne le connaît pas, mais aucun doute que c'est un ennemi. Il doit frapper en premier s'il veut gagner. Et posant sa main sur une fiole colorée, Harui va devoir utiliser ça. Tsushida reconnaît cet item. C'est le poison qui devait servir contre un boss de niveau 90. Quand est-ce qu'il leur a volé? Le militaire tente alors de trancher notre héros et en profite pour fuir son emprise. Il explose ensuite la fiole de venin tout en envoyant des dagues. Voyant ça, Soken appelle son fils à faire attention. Pour cause, le puissant poison est en train de se répandre partout. Et même les subordonnés d'Harui se retrouvent pris dans le brouillard toxique. Avant de succomber face à la violence du venin ambiant, Tsushida est emmerdé, mais au moins ce type devrait être mort et... Une masse sort alors du brouillard. Et voilà que le cadre des Tiger Horse se fait ramener en même temps qu'Harui. Bordel, Tsushida comprend pas. Le poison est si fort qu'il peut terrasser un boss de niveau 90. Alors comment ce type peut-il encore bouger comme si de rien n'était? Les deux crapules enfin attrapés, ils étaient confrontés à la même vision d'horreur du monstre qu'est notre héros. Celui-ci recrache ensuite ce qu'il avait en bouche, chose qui s'avère être les dagues qu'on lui a lancées. Sora s'adresse aux enflures sous son emprise et leur conseille de se tenir à carreau. Tsushida se rend compte à quel point ce type est monstrueux. Tous les chasseurs, peu importe leur classe, possèdent 5 caractéristiques: intelligence, perception, force, agilité et constitution. Si cet inconnu a pu résister au poison sans même être affaibli, alors sa constitution notera un minima équivalent à un chasseur de niveau 100. Notre héros ordonne ensuite au militaire de faire reculer ses hommes, mais ce dernier ne semble pas encore prêt à déposer les armes. Soudainement, il attrape alors les mains de Sora, et d'une magnifique acrobatie arrière, le voilà maintenant perché sur notre héros, lui ordonnant de la fermer. C'est parfait. Tsushida compte profiter qu'il soit mobilisé par cette clé de bras. Celui-ci forme alors une lame d'énergie, filant droit vers notre héros. Malheureusement pour lui, son attaque se retrouve esquivée, et Sora envoie ensuite les deux zigotos fendre l'air, avant qu'il n'aille s'écraser de plein fouet contre le mur de Jiro. Aveuglé par la poussière, Soken n'est pas sûr de ce qu'il a vu, et à peine ouvre-t-il les yeux, qu'il voit les deux raclures encastrés dans le béton. Cependant, le cœur d'Harui se met alors à glitcher, avant que Sora ne ressente une présence derrière lui. Harui l'avait feinté avec un clone et se tenait dans son dos couteau en main. Sans attendre, il le plante ensuite de toutes ses forces. Malheureusement, son couteau ne s'enfonce que partiellement à travers les vêtements. Le militaire n'a pourtant pas retenu son coup, c'est juste que son corps est dur comme de l'acier. Et merde, ça s'annonce mal. En plus, son arme est coincée, il peut pas... De justesse, Harui esquive le brouillage de crâne. Et débordé par son opposant, il finit par mettre de la distance. Le militaire ne comprend pas, même en esquivant, il a été blessé. Vite, il doit se dépêcher de fuir avant que... Sora ne comptait pas laisser un seul instant de répit à cette enflure. Et le voilà qui encastre sa vilaine tête dans le sol. Cette fois-ci, pas de clone. Le véritable Harui a bien dégusté son coup. Sans aucun effort et en l'espace d'une minute, notre héros venait de régler son compte aux deux ennemis de haut niveau. Tout ça, sous les yeux de dizaines d'hommes témoins de sa dangerosité. Sora embarque ensuite le supérieur des militaires devant eux, qui, terrorisés, sont bien décidés à ne pas intervenir. Notre héros va repartir avec celui-là. Il laisse son père gérer la suite de son côté. Il l'attendra à la maison. Soken répond que ça marche, mais il peine encore à réaliser ce qui s'est passé.
Un peu après, à la résidence des Mokujima, l'on demande au père de famille s'il en a fini avec les crapules, chose que confirme ce dernier. Jiro se doute que non, mais ont-ils avoué quoi que ce soit? Malheureusement, Soken indique que non, impossible de les faire parler. Enfin maintenant, ils sont sûrs que les Tiger Or préparent un coup fourré, ils vont devoir rester vigilants dans les prochains jours. Bien, mettons ces enfoirés de côté pour le moment, il y a plus important. Soken demande à son fils de lui expliquer ce qui lui est arrivé ces 5 dernières années pour qu'il change à ce point. Sora ne comprend pas tout non plus, mais il va faire de son mieux pour raconter. Pendant l'évacuation, il s'est retrouvé transporté dans un monde étrange et il a passé tout son temps là-bas à tuer des monstres. Il n'en est pas sûr, mais il était sûrement piégé à l'intérieur de l'une des tours. Notre héros a ensuite raconté son périple au sein de la tour. Les étages, les clés à trouver, la survie et la folie qui a failli emparer son esprit. Finalement, il a pu sortir de là par pur hasard grâce à une invocatrice. Soken est dubitatif. Il y a actuellement 16 tours de recensées, mais aucune d'elles ne correspond à son histoire. Eh bien Sora, imaginons qu'elle n'a peut-être pas encore été découverte. Jiro pense que leur guide devrait prioriser sa complétion si elle est proche d'ici. Bon, dans tous les cas, Soken est content. Même face à tant d'épreuves, leur fils a réussi à s'en sortir. Son bras droit part alors en fou rire. S'en sortir est un euphémisme, ce gosse est 100 fois plus fort que tous. La mère de notre héros indique que tout ça c'est du passé maintenant. Ce qui compte c'est qu'ils soient enfin réunis. Et alors que Soken affirme que leur famille ne sera plus jamais séparée, Sora jette un œil aux mains de ses parents. Elles sont tout aussi marquées que les siennes. Ses parents n'ont clairement pas dû avoir la vie facile ici. Notre héros fera tout pour les protéger et revenir à ce quotidien si paisible qu'ils avaient. Cependant ses pensées sont alors interrompues par la lumière qui grésille. Avant que cette dernière ne rende l'âme, les plongeons dans l'obscurité. Tiens, Soken se demande pourquoi les plombs ont sauté. Et Jiro répond qu'un orage était prévu cette nuit. C'est peut-être pour ça. De son côté, Sora était pris de vertige, qu'il sait être de mauvais augure. Comme il le redoutait, le marquage de l'âme se manifeste à nouveau. Cette fois-ci, l'émissaire lui assure qu'il ne pourra pas s'en sortir aussi facilement. Et merde, voilà Sora bien embêté. En plus, la phrase qu'il entend a changé, c'est pas bon signe. Il semblerait aussi qu'il soit le seul à le voir, bien que les autres aient des skills de perception. Le marquage de l'âme se met alors à freeze. Et le voilà qui se sépare du corps de Sora, qui ne comprend rien. L'instant d'après, l'on salue la graine de l'abysse. Comment va-t-il depuis la dernière fois? Sora remarque que c'est différent d'avant. Cette fois, on dirait que c'est vraiment l'émissaire. Cependant, il n'a pas l'air d'être physiquement matérialisé. Si c'est encore une illusion, alors il va simplement faire comme si de rien n'était. Oh, l'émissaire est contrarié d'être ignoré. Il est bien simple d'esprit s'il pense qu'il s'agit là d'une simple illusion. Le fantôme se met alors à cacher les yeux de notre héros avec ses mains, avant de les retirer, et voilà un trou béant à la place du regard de Sora. Et merde, il voit plus rien. Ça veut dire que le danger est réel cette fois. Par contre, avec tout ça, les autres ont remarqué que quelque chose n'allait pas. Yara interpelle ensuite son fils qui est entouré d'une énergie sombre, avant que son père ne hurle en voyant l'état de ses yeux. Sans attendre, la druide lance une compétence de purification, mais cela s'avère inefficace car notre héros n'est pas sous l'emprise d'une malédiction. De son côté, Sora commence à s'inquiéter pour sa famille qui ne voit plus, et prenant l'initiative d'agir, il attrape l'émissaire par la gorge pour l'empêcher de fuir. Ce dernier constate que la graine commence enfin à le prendre au sérieux. C'est un bon début. N'entendant pas les paroles de l'émissaire, les autres pouvaient tout de même voir cette forme noire dans l'espace. L'on hurle à Sora d'expliquer la situation. Contre qui est-il en train de se battre? Mais trop concentré pour les entendre, notre héros demande à cet enfoiré pourquoi il lui tourne autour. C'est vrai que l'émissaire n'a pas encore eu l'occasion de se présenter. Il est Faudel, le dieu des ténèbres de la grande lignée des Assa. Quant à lui, graine de l'abysse, il a absorbé le cristal noir dans la tour qui contenait l'essence divine qu'avait laissé sa famille. En d'autres mots, il lui a volé son pouvoir des ténèbres. À l'heure où il parle, les élus des dieux sont en train de se rassembler pour partir à sa recherche, lui qui a quitté les abysses par lui-même. S'il ne veut pas mourir, le dieu des ténèbres lui conseille de revenir avec lui dans la tour. Sora ne sait quoi penser de tout ça. Les élus des dieux dont il parle doivent être les Ezra que sa mère a mentionnés. Eh bien, notre héros indique qu'il a déjà tabassé un dieu d'une grande lignée, et resserrant sa poigne, il est sûr de pouvoir se débarrasser de quelques minables Ezra. Faudel lui ordonne de ne pas être arrogant. Malgré son état, il lui a ôté la vue sans problème. Et les élus des dieux sont bien plus forts qu'il ne l'est actuellement. Et pourquoi notre héros devrait-il faire confiance à cette pourriture? Le dieu des ténèbres explose de rire face à cette remarque. Il ne veut pas le croire. Très bien, ce n'est pas son problème, mais qu'il ne vienne pas chouiner lorsqu'une puissance s'abattrait sur ses terres. Ces mots parviennent à semer le doute chez notre héros. Il n'a aucune raison de croire ce type, mais imaginons qu'il y ait une chance que ça soit vrai. Alors que devrait-il faire? Coupant leur discussion, Faudel ressent quelque chose. L'on en appelle alors à la geôle de la cloche d'or. Et voilà que le dieu se mettait en lait de souffrance alors qu'une lumière dorée apparaît. Notre héros recouvre enfin la vue par la même occasion, et pose alors les yeux sur le terrible Faudel, maintenant emprisonné par des liens magiques. Alors que l'on dit que cette vermine ne mentait pas,
Sooken est ravi de le voir, il débarque au bon moment. Notre héros quant à lui est surpris de pourquoi cette personne est ici. Pourquoi Sora reconnaît le moine mystérieux qu'il a rencontré la veille à l'entrée de l'abri. Il demande ensuite à son père s'il est une connaissance à lui. Ce dernier confirme, il s'agit de Yukino Chosen, celui avec qui il a fondé la guilde de l'Union. Alors que Faudel ordonne à cet enfoiré de le relâcher, notre héros demande à Chosen comment il fait pour le voir. Ce dernier défait alors son bandeau, affirmant qu'ils doivent discuter au plus vite. La situation est des plus critiques. Sooken est un peu perdu sur ce qui est arrivé, mais son ami lui expliquera tout après avoir parlé à son fils en premier. Et une fois tout le monde parti à l'exception des concernés, notre héros demande de quelle urgence il parlait. Chosen explique alors qu'il peut voir les pouvoirs divins, bien qu'il ne soit pas un Ezra. C'est d'ailleurs avec ça qu'il a pu sceller cette divinité avec des airs interdits. D'ailleurs, de ce qu'il peut voir, l'énergie divine de Sora possède la même essence que ce Faudel, même si notre héros a actuellement une force bien plus grande. Chosen ne sait pas comment il a acquis une telle force, mais le temps joue contre eux, ils n'ont pas le temps d'enquêter. Comme ce dieu l'a dit, des forces divines sont en train de se rassembler non loin d'ici, et il ne fait aucun doute que leur objectif est de s'emparer du pouvoir de Sora. Pour autant, même si les propos de Faudel sont vrais, retourner dans la tour avec lui serait une terrible idée. Les entités qui pourraient l'atteindre là-bas sont bien plus dangereuses que quelques Ezra. Chosen est même sûr que ce dieu veut ramener Sora là-bas parce qu'il a moyen de récupérer son pouvoir divin. Pour le moment, il conseille notre héros de quitter cet endroit pour se réfugier auprès de l'armée. Sora n'est pas trop sûr de ce plan. Après tout, ils ont tenté de le faire sauter à la zone X et certains des hommes dans leur rang sont des ordures corrompues. Cette remarque amuse Chosen, ce n'est pas entièrement faux. Ceci dit, il y a bien une personne dans l'armée en laquelle ils peuvent avoir confiance. Même les représentants des dieux n'oseront pas s'en prendre à lui s'il est officiellement sous sa protection. Très bien, imaginons que Sora s'enfuit. Comment peut-il être sûr que ses parents n'auront rien? Eh bien, on leur assure que les Ezra ne sont pas totalement libres de leurs mouvements. La plupart de leurs actions leur sont dictées par leur divinité. Et puis surtout, Chosen assure qu'ils n'oseront pas agir tête baissée tant qu'il sera présent. Il est un Narat, un illuminé qui peut rivaliser avec les Ezra en termes de puissance. Au même moment, au quartier général de la guilde de Tiger Roar, Hiro Ryusei, Ezra du dieu Ares, ne comprend pas l'intérêt de convoquer 4 élus pour un type sans système. L'on signale au chef de guilde que le fils de Sooken était porté disparu pendant 5 ans. C'est sûrement grâce à la chance qu'il est ressorti de la tour. Yukoji Shiraya, Ezra d'Hadès, est sûr que même Ryusei tout seul suffirait pour s'occuper d'un minable pareil. Celui-ci hausse alors le ton prêt à faire parler les poings, mais il est arrêté avant d'aller plus loin. Dojo Harima, Ezra d'Athéna, lui fait comprendre que ça ne vaut pas le coup. Richter leur demande de prendre ça au sérieux. Il prendra aussi part à cette opération. Raichi, l'Ezra d'Hermès, trouve cela un peu exagéré. Ils sont déjà 4 élus après tout. Le boss des Tiger Roar les informe qu'il s'agit d'un ordre de Zeus lui-même. Ce dénommé Sora Mukujima doit être éliminé à tout prix. Qui plus est, la 16e tour près de l'abri numéro 6 va bientôt ouvrir ses portes, et eux, Ezra, doivent bien se douter du bénéfice qu'il y a à compléter une tour. Cette foutue guilde de l'Union compte se l'approprier, donc cette opération va permettre à la fois d'éliminer ce Sora, mais également ses parents sur qui la guilde repose. Les Tiger Roar vont supprimer tous ces nuisances en un seul et même assaut. De retour au domaine de la guilde de l'Union, Chosen avait terminé d'expliquer la situation ainsi que son plan, et indique à Sora d'aller retrouver la commandante Tonosaki Miya. C'est une bonne amie à lui, il ne fait aucun doute qu'elle acceptera de le protéger. Maintenant, concernant la potentielle bataille à venir, Chosen demande à Yara de se préparer à utiliser un sort de malédiction, ça devrait équilibrer les forces. La mère de notre héros rassure ensuite son fils que tout ira bien. Ils ont leur raison pour rester ici, qu'ils ne s'inquiètent pas. Sora n'est pas rassuré, mais bon, il va leur faire confiance. Et ainsi, 15 minutes plus tard à l'entrée du domaine protégé par Chosen, l'air ambiant devient soudainement plus lourd, et Lara attend déduit alors qu'ils sont là. Les portes du domaine se voient ensuite balayées par une force sinistre. 4 silhouettes menaçantes font une entrée fracassante au domaine Mukujima. Chosen acquis sa barrière de la cloche d'or pour repousser les miasmes maléfiques. Bien qu'il ait réussi à tenir, son bouclier a presque échoué à protéger ceux derrière lui. Et voyant enfin les bourreaux qui ont été chargés du raid sur la propriété, Chosen n'en revient pas. Il n'aurait jamais cru que 4 Ezra seraient présents. Malheureusement pour lui, ce n'est pas tout. Une 5e personne fait son entrée sur les lieux, accueillie par les révérences de ses subordonnés. Les 4 Ezra, élus et représentants des dieux, annoncent l'arrivée du maître de la guilde Tiger Roar, Mukai Richter. La situation est catastrophique pour Chosen, qui n'avait pas anticipé un tel commando d'élite. D'un ton désintéressé, Richter appelle Araya, et ce dernier comprend le souhait de son maître. Les Ezra d'Hadès préparent alors une compétence des plus menaçantes, avant d'envahir les lieux de pléthore de spectres des enfers, qui viennent enlacer tendrement chaque ennemi de leur maître Araya. Et merde, Sooken a compris l'effet du sort. Ils ont maintenant connaissance du nombre et de l'emplacement de toutes les personnes présentes, même ceux cachés dans le bâtiment. Et utilisant son skill de détection, Sooken inspecte le niveau des chasseurs du champ de bataille. Mukai Richter, Ezra de Zeus, niveau 118. Hiro Ryusei, Ezra d'Ares, niveau 105.
Yukoji Shiraya, Ezra Hades niveau 106, Dojo Arima, Ezra d'Athena niveau 106, Higaya Raichi, Ezra d'Hermès niveau 101, Mukujima Yara, druide niveau 68, Iwashi Majiro, mage de roche niveau 70, Yukino Chosen, Arad de niveau 75, et enfin Mukujima Soken, guerrier samouraï de niveau 75. Voilà quels seront les acteurs principaux de la bataille à venir. Le chef de l'Union prévient alors les autres que la différence de niveau est immense. Chosen tente de discuter, demandant la raison de leur visite, mais il se fait ignorer, et l'on informe le maître de guilde qu'il n'est pas ici. Richter s'avance alors, il veut savoir où il est. Cependant le moine ne voit pas de qui il parle, qui donne un peu plus de contexte concernant ce fameux île. Ryusei croit mal entendre, il devrait faire attention de crever. Oh, Chosen constate qu'un chien aboie sans que son maître ne lui ait donné l'ordre. C'en est trop pour le représentant d'Arès, il va l'écraser comme la merde qu'il est. Cependant le combat se fera sous certaines conditions, que dictera Yara Mukujima. Celle-ci active alors le territoire du jardin d'ébène. En conséquence, le chef des Tiger Roar ainsi que ses subordonnés se voient alors maudits par le sort de faiblesse de la druide. Ryusei s'en fout d'un petit débuff d'une druide de ce niveau. Paré à frapper, il va écraser leur misérable guilde. Cependant son poing se voit stoppé, noyant son visage dans l'incompréhension. L'on lui indique alors qu'il semble sous-estimer les membres de l'Union. Ryusei n'en revient pas, son niveau est passé de 105 à 71. Chosen constate que son adversaire ne vaut plus grand chose maintenant que les niveaux sont équilibrés. Il envoie ensuite une colossale frappe de sa pomme, en voyant Ryusei fondre les airs. Grâce au territoire de Yara, tous les Tiger Roar venaient de perdre une partie de leur niveau, les faisant redescendre au même stade que la guilde de l'Union. Soken leur indique que le sort leur a fait perdre 50% du niveau du lanceur, soit 34. Ont-ils toujours l'intention d'engager le combat dans ces conditions? Un petit rire narquois s'échappe alors du chef de guilde ennemi. Richter est amusé, tout ça devient vraiment des plus intéressants. Il interpelle ensuite Arima, qui comprend de suite quoi faire. Celle-ci rassemble alors son pouvoir et prépare le lancement d'une compétence. Les Tiger Roar sont partants pour une escarmouche. Ça leur fera passer le temps jusqu'au retour de Sora Mukujima. Manipulant l'espace autour de la guilde de l'Union, on leur dit qu'ils seront les appâts parfaits pour attraper ce gamin. Ces mots prononcés, que les alentours avaient déjà changé de façade. Les chefs de l'Union, ainsi que les subordonnés de Richter, avaient été transportés dans le Colisée d'Athéna, où toute fuite est impossible. Au plus grand dame de Chosen, qui comprend que la situation était renversée. Resté en dehors du Colisée, Richter avait hâte d'avoir enfin une bataille digne de ce nom avec ce Sora. Par contre, il va d'abord s'occuper de tous ces nuisibles. Le chef des Tiger Roar va les éliminer jusqu'au dernier, histoire de passer le temps et de préparer un accueil à la hauteur de leur invité. Du côté de notre héros, celui-ci arrive enfin à destination, et le voilà qui atterrit au milieu d'une escouade militaire. Ayant devant lui ce qui semble être la supérieure du groupe, il se met à regarder une photo pour comparer. D'après le cliché qu'a donné Chosen, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Miyato Nozaki. Sora désamorce la situation, il vient de la guilde de l'Union et souhaite simplement la protection de l'armée. À ces mots, la commandante ordonne à ses hommes de baisser leurs armes. Tonozaki Miya imagine qu'il est le fameux Sora Mukujima. Il tombe à point nommé. Elle avait justement quelque chose à lui demander en personne. De retour dans la dimension du Colisée magique d'Athéna, les membres de la guilde de l'Union étaient au pied du mur. L'on frappe alors le sol de son sceptre et la reine se met soudainement en marche. Arima, les Ezra d'Athéna, en appelle aux divinités. Préparant une compétence, elle les implore d'être les témoins de la bataille à venir. Que les dieux leur accordent un miracle, les guides se dirigent vers la victoire du plus fort. Une immense projection divine est alors invoquée aux yeux de tous, avant qu'une barrière Asian n'apparaisse devant les chasseurs. L'on présente alors ce qui servira de ring pour les combats qui vont avoir lieu. Arima leur indique que les deux camps présenteront 5 guerriers en offrande. La première équipe à obtenir 3 victoires sur les 5 recevra les bénédictions de l'Olympe. Quant au camp qui aura la malchance d'être déclaré perdant, Ryusei répond que les losers seront brûlés en cendres par la lumière des dieux. Cette annonce avait pour don de miner le moral du camp de l'Union. Par contre, Soken a remarqué qu'ils ont parlé de 5 combattants, mais ils sont 4 des deux côtés. La représentante d'Athéna lui accorde que c'est vrai, du moins pour le moment. Le personnage principal de cette bataille finira par arriver, et son bourreau, Monsieur Richter, rejoindra la reine une fois cela fait. Bien, l'on présente alors le premier champion des Tiger Roar, que les mortels décident de qui affrontera Hiro Ryusei pour ce combat d'introduction. Ces derniers ne savaient cependant que faire comme stratégie face à une situation si soudaine. Chosen demande alors pardon à ses amis. Tout ça est arrivé parce que son plan n'a pas été suffisamment réfléchi. Soken leur rassure qu'ils ont tous donné leur accord. Et puis avec la malédiction de son épouse, ils sont maintenant à niveau équivalent avec ses raclures. Jiro rajoute qu'ils n'ont qu'à protéger Madame Yara. Tout ce qu'ils auront à faire c'est de gagner les 3 combats avant le sien. Voilà qui rassure le moine, lui enlevant un poids des plus lourds de ses épaules. Mais reprenant un air des plus sérieux, il les informe que les Ezra d'Arès est sûrement le plus redoutable en combat singulier.
particulier. Après qu'il ait obtenu ses pouvoirs divins, Ryusei a pu détruire à lui seul une guilde ayant 3 Ezra dans leur rang. Il n'est pas à sous-estimer. Enfin, il dit ça, mais Chosen a une stratégie qui devrait marcher. Le voilà qui s'avance alors, demandant qu'on le laisse en charger. Il compte bien réparer son erreur qui les a piégés ici. Yukino Chosen entre officiellement dans l'arène. Le premier duel opposera donc un moine éveillé à la classe d'Arat à Ryusei, le représentant d'Ares. Le challenger est ravi. Il va pouvoir redonner une leçon au toutou. Chose qui semble faire monter la colère chez ce dernier. L'invocation qui servira d'arbitre annonce alors aux deux parties le début du combat. Ryusei réagit à la seconde du signal. Fonçant à l'assaut, il prend alors l'initiative dans ce combat. Il n'a pas de temps à perdre avec ce minable, il va en finir vite. Cependant, sa première attaque se voit déviée par le moine, avant qu'il n'esquive aussi la deuxième. De l'extérieur, on pouvait voir Chosen repousser avec succès toute tentative d'assaut. L'Ezra d'Ares est déçu de la tournure du combat. Ce singe ne fait que fuir l'inévitable. En réponse, le moine parvient à choper le bras de cet arrogant. Et alors que Soken exulte de joie, Ryusei affiche un sourire des plus perfides. Ce à quoi Chosen réagit instantanément, avant de préparer une riposte de sa main droite. D'une frappe de pomme, il repousse ensuite son opposant. Araya constate que ce choix est du genre prudent, mais Arima s'y renchérit que ça ne suffira pas contre la brutalité de Ryusei. Et confirmant ses propos, le second chef de l'Union avait subi de lourds dégâts à son bras gauche. Les Radares sont ricanes de plus belle. Celui-ci demande au moine s'il a aimé goûter au crochet de Cadmos. Lui en tout cas il dirait que ça arrache un max. Chosen reconnaît ce nom, il s'agit du serpent de compagnie d'Ares. Posséder ce genre de pouvoir en même temps que la force monstrueuse d'Ares, le combat au corps à corps s'annonce des plus dangereux. Et révélant des crocs sur tout son corps, Ryusei indique que le vrai combat n'a pas encore commencé. L'instant d'après s'élance à nouveau, et paraît à frapper. Il annonce que Cadmos est loin d'avoir tout montré. Son crochet du droit se voit ensuite esquiver de justesse. Cependant, le visage de Chosen présage le pire. Pour cause, le voilà maintenant piégé par la mâchoire du serpent. Ce truc est trop rapide, il ne l'a pas vu arriver. Son adversaire restreint dans ses mouvements, Ryusei s'apprête à le punir. Cependant, Chosen n'a pas encore abandonné. Avec le voile de la cloche d'or, il repousse l'homme et la bête, remettant ainsi de la distance avec son assaillant, lui accordant un léger répit. Il pensait que le serpent était devenu plus rapide, mais en réalité, c'est son corps qui ralentit. Il a été empoisonné et ses stats ont baissé. Le représentant d'Ares, quant à lui, profitait des bienfaits de Cadmos, à savoir une augmentation de stats et du soin à chaque fois que la bête absorbe du sang. Maintenant revigoré, avec des buffs en prime, Ryusei est des plus confiants quant à l'issue de ce duel. En dehors de l'arène, Soken observait les stats des deux chasseurs. Plus le combat durera longtemps, plus Chosen sera désavantagé par cet effet. Cependant, Ryusei ne compte pas jouer la montre et réduit la distance. Il parvient à nouveau à atteindre son opposant, avant de lui demander ce que ça fait de sentir le poison l'envahir. Bombardant les assauts, il est curieux de voir combien de temps il tiendra. Face à cette situation, le moine se met à entamer une prière à voix basse. L'on lui indique alors que ça ne servira à rien, il se bat contre les dieux. Du côté du public, Arima a comme l'impression de ressentir de l'énergie divine chez le moine. Et Araya trouve cela bizarre, étant donné qu'il n'est pas un Ezra. Voyant celui-ci s'envelopper d'une puissance dorée, l'on se demande bien d'où est-ce qu'elle peut provenir. Soken lui, c'est de quoi il s'agit. C'est un peu risqué, mais ça peut retourner la situation. Chosen termine sa prière par un dernier verset. Il s'incline devant l'incarnation de vie, symbolisant l'essence même des 28 Bouddhas. Et sous la stupeur de l'Ezra d'Ares, un immense sage d'or écrase le sol, mais Ryusei parvient à l'éviter d'une impulsion. Ce dernier constate que ce n'est pas si terrible que ça en a l'air. Rayonnant d'un éclat sacré, l'illuminé loin d'en avoir fini après une seule tentative. Celui-ci part alors à l'offensive enveloppé d'une armure d'or. Cependant, Ryusei le trouve arrogant de vouloir l'affronter en duel rapproché. Il n'est absolument pas inquiété. Après tout, il a déjà massacré un type qui avait la même chose. Cet idiot avait concentré sa force divine en pensant bloquer Cadmos avec. Malheureusement, c'était la pire chose à faire. Cadmos se nourrit de l'énergie divine et ça le renforce encore plus que du sang. Il va le briser comme cet imbécile, tout en absorbant la moindre goutte de divinité en lui. Ryusei va lui faire goûter son poing et... Finalement, c'est lui qui déguste un crochet. Et le voilà qui fend les airs dans une incompréhension totale. L'Ezra d'Ares n'en revient pas. Il aurait supprimé les malus de Cadmos et regagné sa vitesse. Ne lui laissant aucun répit, Chosen continue de le briser. Et Ryusei comprend alors qu'il n'a pas simplement regagné ses stats. Se faisant broyer à sens unique, c'est toutes les stats de Chosen qui sont améliorées. Pour autant, le guerrier n'a pas encore abandonné. Toute cette énergie divine est parfaite pour Cadmos. Sous la stupeur du co-chef de l'Union, l'on clame qu'il est un rafraîchissement sur pattes. Ryusei compte absorber tout le pouvoir de son ennemi pour se renforcer plus belle. D'une expression ravie, il remercie Chosen pour son sacrifice et... Le cœur de l'Ezra se met subitement à flancher. Le guerrier ne comprend pas ce qui arrive. L'énergie divine, il n'arrive plus à la contrôler. Son corps est comme paralysé. Le moine constate qu'il a perdu son sourire. Et le repoussant, il l'informe qu'il s'agit de l'essence d'Anarat.
avant de lui remettre une pêche, indiquant que n'importe qui ne peut l'utiliser. On rétorque que c'est insensé. Ryusei devrait se renforcer avec de l'énergie divine. Et quand est-ce que Chosen a dit que c'était un pouvoir divin, hein? On hurle à cet imbécile qu'il est trop naïf, avant de le punir d'un énième punch. En retrait du combat, Yara indique qu'à l'époque, elle n'avait pas compris pourquoi Chosen souhaitait s'éveiller à la classe d'Arat. Non seulement ça l'empêche d'un jour de devenir un Ezra, mais ça le contraint aussi à se battre via la force brute uniquement. Le pouvoir du karma qu'il utilise est incroyablement puissant. Cependant, il est dur à contrôler et nécessite un équilibre parfait entre vertu et zénitude. Malheureusement pour l'Ezra d'Ares, il a absorbé trop de cette énergie qu'il ne maîtrise pas. Résultat, son corps ne supporte pas de contre-coup et s'en retrouve paralysé. D'autant plus qu'il est trop impulsif pour équilibrer le karma avec de la zénitude. Soken exulte de joie, il savait que ce match était gagné. Cependant, du côté des Tiger Roar, on trouve qu'ils s'emballent un peu trop alors que ce n'est pas fini. Il serait vraiment idiot de leur part de croire qu'un Ezra tomberait pour si peu. Et comme annoncé, Ryusei n'a pas dit son dernier mot. Épuisé, il parvient tout de même à se remettre debout, et Kanmos s'agite alors. Le guerrier comprend là que son invocation n'a plus assez d'énergie divine pour se manifester. Dans ce cas, il va lui rendre un dernier service. L'Ezra d'Ares écarte alors la mâchoire du serpent, avant de le faire imploser dans un geyser de sang, et de peu de choses on évite de se faire éclabousser. Se couvrant le nez, il doit faire attention de ne pas se faire infecter. Le co-chef de l'Union se retrouve face à une brume écarlate des plus toxiques. Puis un son de percussion se met à frémir de l'autre côté. Jiro croit savoir ce que c'est le tambour de guerre. À l'intérieur de la brume, Ryusei en appelle au dieu Ares, qu'il accepte ce sang en offrande. Et levant sa main, que son seigneur lui fasse don d'une lance en échange. Comme souhaité, un javelot de guerre apparaît entre les mains du combattant. Bien, le représentant d'Ares est prêt à reprendre le combat, et c'est jusqu'à ce que son corps tombe en poussière. Du côté de ses partenaires, l'on constate qu'il invoque une relique divine, une manifestation directe du pouvoir d'un dieu. Araya annonce que ce combat est déjà fini. Avec ça, l'écart de puissance sera trop grand pour que le monde ait la moindre chance. Par contre, Arima n'aime pas ça. Avoir sacrifié l'invocation d'Ares n'a pas dû plaire à ce dernier. Pour leur bien à tous, Ryusei va devoir gagner son combat, sinon, elle n'imagine pas le châtiment qui les attend. Enfin, elle dit ça, mais ce combat est d'ores et déjà gagné, pas besoin de s'en faire. Du côté de la reine, l'Ezra d'Ares se met au combat. Chosen n'est pas rassuré, il doit éviter le corps à corps. Et voyant le point qui se rapproche, il remarque que la lance a disparu. Par sécurité, le moine recule pour prendre de la distance. Mais l'énergie divine d'Ares s'étend alors jusqu'à lui, avant que Ryusei ne donne l'ordre qu'elle explose. Comme annoncé, le pouvoir écarlate détonne dans un grondement furieux. Heureusement pour Chosen, sa robe du sage absorbe le gros des dégâts. Par contre, il se demande si la lance contient aussi le poison du serpent. Alors que l'Ezra d'Ares se rapproche, le moine remarque que son armure a subi un malus de protection à cause de l'attaque. Et à peine n'a-t-il constaté que Ryusei lui fonce dessus. De justesse, son assaut se voit esquiver. Mais des pics surgissent alors du dos du guerrier, bien qu'il manque leur cible. Chosen va avoir du mal s'il peut faire ça avec tout son corps. Ne lui laissant aucun répit, son adversaire bombarde les assauts, tout en enveloppant ses poings du pouvoir de la lance. Le co-chef de l'Union est dépassé, il ne peut tout esquiver. En plus, à chaque coup qu'il prend, son armure perd en efficacité. S'il n'avait pas à la fois l'énergie du karma et la malédiction de Yara pour équilibrer le combat, ça en serait déjà fini de lui depuis longtemps. Pour le moment, Chosen doit mettre de la distance entre eux. Et d'une forte pomme, le voilà qui force Ryusei à stopper son déchaînement, instaurant enfin un moment de répit dans leur duel. Le moine en profite ensuite pour lancer une incantation, chose qui amuse son adversaire de le voir fuir comme un lâche. Et répandant de son sang au sol, il annonce que ça ne le sauvera pas longtemps. Chosen n'a que faire de ces mots, que la mélodie du silence s'abatte sur lui. Ryusei ressent alors une menace venir du ciel, avant d'être frappé par la lumière purificatrice. Le voilà restreint dans ses mouvements, tout en se faisant affaiblir progressivement par la purification du mal. Le guerrier constate que ce faiblard veut gagner en restant de loin, mais contrôlant le sang sur le sol, l'on affirme que c'est terminé. Soken ressent alors le danger et hurle à Chosen de faire attention. L'instant d'après, le liquide perce le moine en pleine tête. Du moins c'est ce qui serait arrivé sans l'avertissement. L'arbitre du duel fait alors irruption dans le camp de l'Union, clamant qu'il est interdit d'interférer avec les duels lorsque les dieux en sont témoins. En punition, les flammes divines enveloppent le père du héros, le faisant souffrir le martyr. Yara s'empresse donc de le libérer grâce à ses pouvoirs de druide. Malheureusement, même si les flammes ont disparu, Soken a été pénalisé de 15 points de force vitale. Ryusei trouve ça dommage. Sans ce vœu débris, le combat serait déjà fini. Enfin, comme il a l'air d'avoir subi une sanction adéquate, ce n'est pas si grave. Chosen a peut-être été sauvé, mais son adversaire le domine à la fois en combat long et rapproché. À ce rythme, il ne va plus tenir longtemps, alors il n'a pas d'autre choix que de tenter le tout pour le tout. Hein? L'Ezra d'Ares se demande ce que faut cet idiot à fermer les yeux. Profitant de cette occasion, il renvoie son sang à l'attaque, clamant que la victoire est sienne. Parmi les Arats, il y a 4 stades d'illumination. L'œil du paradis, l'œil du sage, l'œil du Daruma, puis enfin l'œil du Bouddha. Actuellement, Chosen n'a jamais dépassé celui du sage, mais vu la situation, il va briser ses limites en activant le
l'œil du Daruma. Le power-up enclenché. Le co-chef de l'Union peut maintenant voir les assauts sans se faire surprendre. L'œil du Daruma améliore grandement la vitesse, mais la durée est courte, donc il n'a pas de temps à perdre. La lance qui arrive vers lui n'a pas beaucoup d'énergie divine. Et derrière lui, des flèches de sang s'apprêtent à le transpercer. Bien, Chosen pense savoir comment faire. Celui-ci bloque alors la lance de ses mains, tout en se protégeant des flèches de sang. Ryusei n'en revient pas qu'il ait vu à travers toutes ses attaques. L'on dit alors que la lance d'Ares n'est pas si terrible que ça, avant de l'exploser en morceaux d'un balayage de pommes, sous la stupeur de son ex-propriétaire. Chez les Ezra, la panique s'installe en voyant la balance qui penche de l'autre côté, alors que dans le camp de l'Union, l'espoir revient sur les visages. Chosen était probablement bien le seul qui aurait pu proposer une telle résistance à ce représentant d'Ares. Le moine comprend mieux la pourriture qui infeste son ennemi, il n'y a qu'à voir la noirceur de son énergie pour savoir. Il va lui faire une faveur et purifier jusqu'à son existence même. Ryusei lui ordonne de ne pas être arrogant, c'est loin d'être fini. Il l'informe qu'il peut manipuler le sang sur lequel il se tient même à distance. Arima confirme la dangerosité du sang d'Ares. En plus de pouvoir manipuler librement sa forme, Ryusei peut faire en sorte de le concentrer pour percer n'importe quelle défense. Elle est curieuse de voir comment leur ennemi va faire pour gérer des attaques qui peuvent venir de toutes parts. Ryusei lance enfin son assaut et des lames de sang filent alors vers Chosen. Au pied du mur, il concentre l'œil du Daruma et le guerrier d'Ares subit alors une pression encore plus forte. Celui-ci ne comprend pas la tournure du duel. Voyant son adversaire intact, il se demande comment il a pu éviter ça. Arima intervient alors dans le duel pour révéler qu'il s'agit de ses yeux. Il peut voir le flux d'énergie divine avec. Elle indique que Ryusei ne peut le toucher. Il doit d'abord trouver comment contrer son regard. Jiro n'en revient pas de ce qu'il entend. Celui-ci interpelle alors l'invocation pour réclamer une sanction. L'arbitre le regarde d'un air agacé. Elle comptait faire mine de rien, mais maintenant elle doit agir. L'on prévient ensuite les Tiger Roar qu'il s'agit de leur premier avertissement. Et alors que Jiro hurle que c'est du favoritisme, son boss lui dit de se calmer. C'était prévisible que l'arbitre soit du côté de celle qui l'a invoqué. Mais Chosen a toujours une chance de gagner, alors qu'il se contente de croire en lui. Côté combat, alors que Ryusei commence à en avoir marre d'être coincé, il réalise alors ce qu'il attend. La prière que récite son ennemi, et la forme que prend son énergie dans son dos. Il comprend ce qu'il prépare. L'Ezra d'Ares sera alors de ses gonds, ce foutu moine de merde. Il lui ordonne d'arrêter son foutu sutra sur le champ. Chosen est actuellement en train de réciter le premier sutra que tous les moines apprennent. Bien qu'il s'agisse là d'un chant de base, cela ne veut pas dire qu'il est faible. Une fois complété, le roi du ciel appliquera sa sentence à l'ennemi. Cependant, 30 secondes sont requises pour le compléter, et pas un écart de concentration n'est permis. Chosen va donc devoir maintenir sa mélodie du silence, tout en esquivant les attaques de Ryusei. Avoir l'audace comme lui de réciter ce sutra, en face même de son adversaire, cela doit être des plus humiliants pour le dieu de la guerre. Ryusei enrage, et le voilà qui s'écorche les bras jusqu'au sang, avant de le déverser au sol pour tenter de submerger Chosen. Arima n'en revient pas, c'était le pire choix à faire. Cet imbécile aurait d'abord dû briser la cage de lumière. Lui donnant raison, Chosen n'a aucun mal à esquiver les lames de sang, à tel point que Ryusei en pète les plombs. Le co-chef de l'Union est des plus serein même en esquivant. Ce type aura beau se vider de son sang de désespoir, l'œil du Daruma ne va pas se faire submerger pour si peu. Les Ezra sur la lore de frustration, sachant qu'il ne lui reste que 15 secondes. Il n'arrive pas à attraper ce foutu moine alors qu'il tient à peine debout. Ryusei frappe alors le sol, comme s'il admettait que c'était déjà fini. La prière approche de sa complétion, et le jugement divin s'apprête à s'abattre sur le guerrier d'Ares. Chez les Tiger Roar, les visages se ferment de déception. Quant aux alliés du futur vainqueur, ils s'illuminent de joie devant cet exploit. Chosen termine enfin l'ultime ligne du sutra. Que le grand Tathagata lui fasse don de sa miséricorde. À ces mots, le géant déchaîne sa colère sur Ryusei, mettant enfin un point final à son obstination. L'œil du Daruma se referme après ce déferlement, laissant Chosen complètement vidé de toute force. Celui-ci sait qu'il a eu de la chance. L'œil s'est refermé après, et non avant l'attaque finale. L'arbitre annonce ensuite à contre-cœur les résultats du combat. Hiro Ryusei, le représentant d'Ares, a été battu. Yuki, le Chosen de la guilde de l'Union, est déclaré vainqueur. Peu après ce combat, Arima s'occupait de guérir celui qui a entaché l'honneur de leur guilde. D'un ton froid, elle demande s'il n'a pas honte après avoir autant frimé. Mais Ryusei se contente de fixer le sol sans dire mot. Sa camarade lui conseille de s'accrocher car maintenant, il va devoir assumer sa défaite. Une silhouette dorée émerge ensuite dans les airs, faisant trembler Ryusei de peur. Deux manifestations divines du nom de Phobos et Deimos apparaissent alors. Ces derniers sont dégoûtés d'être dans cet horrible colisée d'hypocrisie. Dire que ce minable a perdu dans un endroit qu'il favorise. Face à ces mots, le perdant ne peut que demander pardon, mais on lui ordonne de la fermer. Leur cher père Ares souhaite lui transmettre un message. Il est profondément déçu après cette pitoyable défaite. L'on lui conseille de se tenir prêt, car ils sont chargés d'appliquer la sanction.
D'un revers de fouet, la pénitence commence alors, et l'envoyé d'Arès corrige Ryusei à cœur joie sans retenue. Soken ne pensait pas que les divinités pouvaient être si cruelles avec leurs représentants. Le passage à tabac fini, l'on indique à la victime qu'Arès a fait preuve de clémence en lui épargnant sa vie. Cependant, qu'il fasse en sorte de ne pas les recroiser ou ça ne finira pas aussi bien. Ryusei tremble de rage après cette humiliation. Ce foutu moine, il jure sur son honneur qu'il finira par l'écraser. Malheureusement, l'on répond à la serpillère qu'il n'y aura pas de prochaine fois qu'il se présentera à lui. Invoquant une faute d'un noir abyssal, Araya, les Radades, affirme qu'il va les consumer dans les flammes éternelles de l'enfer. Cet instant d'aura farming n'est pas passé inaperçu chez l'Union. Soken se porte volontaire pour le second duel. Son épouse l'interpelle alors pour lui donner un talisman. Son adversaire est un faucheur qui peut attaquer l'âme des gens, ça pourrait l'aider. Le chef de guilde remercie sa femme pour ce précieux cadeau. L'on souhaite ensuite bonne chance au boss pour son combat, mais ce dernier affirme que ça ne sera pas long. Entre alors dans l'arène Mukujima Soken, chef de la guilde de l'Union. Soken est un guerrier samouraï. Bien qu'il peut attaquer à distance avec l'épée d'Aura, il pense que le combat rapproché est préférable ici. Son plan est des plus simples. D'abord, il s'élance rapidement en profitant de l'effet de surprise. Ensuite, il attaque sans interruption pour submerger son adversaire. Puis, lorsqu'une ouverture se créera, il le finira en un seul coup. Cette tactique est certes simple, mais elle est d'une efficacité redoutable. Et puis, dans le pire des cas, il lui restera une dernière option. Interpellant les combattants, l'arbitre annonce que le duel va commencer. À peine le signal donné qu'Araya envoie ses spectres à l'assaut. Mais comme planifié, Soken fonce avec sa frappe éclair, laissant perplexe son adversaire sur où il est passé. Maintenant dans son dos, Soken s'apprête à trancher, mais les Radades trouvent cela prévisible. Pourtant le katana parvient à séparer le corps d'Araya en deux, mais le samouraï affiche un air choqué des suites de son coup. Pourquoi ce qu'il venait de trancher n'était pas son adversaire. Et voilà qu'en punition, des spectres se ruent sur lui, proposant une vue des plus exquises au maître des âmes qui a pris de la distance. Cependant, Soken s'échappe d'un revers de lame, et le voilà qui fonce à nouveau vers sa proie. Araya est déçu, ce combat est d'une simplicité effarante. Le voilà qui se laisse alors fendre par Soken, avant de se changer en spectre, clamant qu'il ne peut trancher ce qui n'a de forme. Pour autant, le chef de l'Union sent bien une présence derrière lui, et tel un éclair, il sane les Radades en deux. Mais encore une fois, il s'agissait là d'une illusion. Pléthore d'Araya émerge alors de toutes parts pour embrouiller le chef de l'Union. L'on lui dit qu'il est une honte pour les samouraïs, incapable de discerner le vrai du faux. Soken n'a plus le choix, il va devoir changer de tactique. Concentrant son énergie, il imprègne alors sa lame de son aura. Cependant, Araya repart à la charge, il ne compte pas lui laisser le temps de faire. Du côté des spectateurs, Arima trouve que Soken s'en sort bien pour un humain lambda. Ouais, Ryusei dit qu'il a juste de la chance d'être un samouraï. Mais on lui répond que ce n'est pas donné à tout le monde d'être chef de guilde avec cette classe. Une chose intrigue alors la protégée d'Athéna. Posant les yeux sur Yara, elle la trouve bien calme alors que son mari se fait submerger. Ils ont sûrement un atout caché. Araya doit rester vigilant. De retour au combat, le chef de l'Union se met en position pour passer à l'offensive. Lui envoyant des spectres, Araya est intrigué. Serait-ce une nouvelle technique? Subitement, Arima lui hurle de faire attention. Malheureusement, les Radades réagissent trop tard. En l'espace d'une fraction de seconde, Soken se retrouve derrière le maître des âmes. Celui-ci n'avait absolument rien vu venir, dépassé par une célérité surhumaine. Soken venait de recourir au bond des 8 navires, technique légendaire du Minamoto no Yoshitsune. La technique est simple, elle consiste à enchaîner 8 impulsions fulgurantes dont la vitesse augmente à chaque bond, jusqu'à atteindre une accélération quasi divine. Cependant, cela suffit pour surprendre Araya, qui s'échappe de justesse. Soken a d'utiliser 3 impulsions pour esquiver les spectres et surprendre son ennemi. Il va devoir être plus efficace. Le 4e bond est alors enclenché, et voilà que Soken ne laisse pas une seule seconde à son opposant. Celui-ci est dépassé par cette accélération croissante. Mais de justesse, il esquive à nouveau la lame du chef de guilde. Cependant, la fuite deviendra encore plus dure après chaque esquive. Le samouraï entame alors la 5e impulsion, et alors que sa lame s'apprête à embrasser le maître des âmes, celui-ci échappe encore de justesse au jugement du sabre. Cependant, Soken n'a pas fini d'accélérer. Le 6e bond est alors enclenché à une vitesse foudroyante, et cette fois, Araya l'a échappé belle. La lame a presque atteint son cou, il doit... À peine a-t-il détourné le regard que le voilà surpris par la 7e impulsion. Soken tranche alors ce qui semble être le dernier spectre d'Araya. Le chef de guilde a pu faire tout ça grâce au pouvoir que son esprit héroïque lui a légué. Maintenant, son ennemi ne peut plus faire de substitution. Soken s'élance alors sans gâcher son dernier bond, et le voilà qui confronte sa lame à la faute du maître des âmes. Soken constate que son ennemi ne peut invoquer de spectre dans cette situation. Il doit donc continuer le pressing au combat rapproché. Il faut faire en sorte que cette crapule n'ait pas un seul instant de répit. Soken
peut le faire. L'héritage du grand héros va lui permettre d'arracher la victoire. Arima comprend enfin comment Mukujima a pu finir chef de l'Union sans être un Ezra. Actuellement, il a plusieurs théories sur la provenance des tours. Cependant, l'une d'elles se démarque du lot. Les tours seraient en réalité une manifestation de l'histoire humaine, combinée aux mythes et légendes. Si les dieux sont la représentation des différents panthéons mythologiques, alors les esprits héroïques sont là pour symboliser l'histoire de l'humanité. Cependant, si être choisi par les dieux se décide par des épreuves, hériter de l'esprit d'un héros relève plus d'une rencontre du destin. Finalement, Ryusei avait raison, ce type a décidément une chance immense. De retour au combat, Araya constate qu'il tente de l'acculer au corps à corps, mais pense-t-il faire le poids contre la faute du Styx? En effet, Soken admet que même s'il a l'avantage avec son katana, il est face à un artefact divin. Cependant, il compte bien faire la différence avec son expérience. Araya fait ensuite tournoyer sa faux, préparant une attaque. Cependant, Soken l'esquive et bloque l'arme de son pied. Voilà maintenant l'ouverture qu'il attendait. Et c'est pour cette occasion que Soken gardait la 8ème impulsion. L'Ezra d'Hadès se fait alors transpercer par une estocade fulgurante. Le chef de guilde annonce sa victoire contre le morveux insolent. Et son bras droit en exulte de joie. Cependant, l'on dit que ce n'est pas fini. Yara peut le sentir. Quelque chose de terrible se prépare. Araya se met alors à ricaner malgré l'épée qui le transperce. Sa petite phrase cliché quand il a cru gagner était des plus tordantes. Soken ne comprend pas, il n'y a pourtant plus de spectre. Araya lui avoue alors que ses pouvoirs ne se limitent pas à changer de place avec les âmes. Et le voilà alors qui empoigne le cœur du chef de guilde. Instantanément, celui-ci prend de la distance avec cette menace. Bien qu'il ait réussi à s'échapper, Soken a été marqué par le sceau d'Hadès. Ce dernier a baissé sa garde. Il ne s'attendait pas à ce qu'Araya puisse être immunisé aux attaques physiques en devenant un corps spectral. Le porte-parole d'Hadès prévient que si Soken se fait marquer 4 fois, alors il se changera en âme et deviendra son esclave pour l'éternité. Bien, fini la comédie. Il est l'heure de lui donner un aperçu des flammes de l'enfer. Qu'il fasse de son mieux pour le divertir. Salut la team, je le dis direct, mais je vais sûrement débiter dans cette outro, donc soyez forts ceux qui l'écoutent jusqu'au bout. Non, c'est pas une histoire sans fin, il y a bien une lumière au bout du tunnel. Bon, déjà pour commencer, OMG enfin épisode 2. Et ouais, pour le coup, je comptais faire les suites d'ici 1 ou 2 vidéos, c'est même ce que j'avais annoncé dans l'outro d'avant. Mais le truc c'est que quand l'épisode 1 de ce récap est sorti en 2025, il a tellement plu et performé que j'ai commencé dès février à écrire et préparer la suite sans trop savoir quand est-ce qu'elle sortirait. Je savais pas trop, tout simplement parce que je taffais dessus entre 2 projets en mode full bonus hors planning, et vous le voyez, il y a à peine eu 2 semaines depuis la dernière vidéo, mais celle-là sort déjà. Comme de base une vidéo d'1 heure ça me prend 3 bonnes semaines minimum à faire, celle-là qui a du coup été faite sur mon temps libre traîne depuis un moment, mais elle est enfin sortie et c'est ce qui compte. Maintenant pour parler de la vidéo, déjà je me sens obligé de justifier pourquoi j'ai stoppé en plein combat, même si c'est un moment un peu cliffhanger donc ça passe. Tout simplement parce que cet arc de combat entre les persos secondaires, il est long. Et je vous jure, je maxe pas. Déjà, le combat du moine, il a pris 1/5, voire plus de la vidéo, enfin de l'épisode 2. Mais derrière, c'est pas fini. Il y a encore le daron qui se tape. Du coup, ça fait que si j'avais prolongé la vidéo, bah on n'aurait pas vu le MC pendant genre 3/4 de l'épisode. Et j'avais peur que ça agace et que ça ennuie un peu ceux qui regardent la vidéo. Et deuxième raison, c'est que les gars, waouh! C'est cardio de fou de script, de voice et de monter un arc qui est full combat. Du coup, je me suis dit autant arrêter là et garder la fin de cet arc avec le retour du MC pour le prochain épisode. Par contre, je parle d'épisode 3, mais il sortira pas avant un moment parce que je crois que le manoir est en pause. Et comme il reste que 10 chapitres, c'est pas assez pour refaire un épisode d'1 heure, il me faudrait au moins 12 à 14 chapitres de disponibles. Du coup, je vais attendre que le manoir reprenne et qu'il y ait assez de chapitres pour refaire une partie 3 de genre 1h30. Comme ça, on sera bien pour faire une grosse compile. Si jamais vous n'avez pas le courage d'attendre, je vous invite à aller check les derniers chapitres par vous-même. Et si vous allez lire, je vous préviens, j'ai changé énormément de choses. Déjà, j'ai changé des noms. Quasi tous les persos secondaires parce que c'était trop chiant pour moi à dire à l'oral, donc j'ai modifié. Ensuite, au niveau du lore et des explications, c'est hyper brouillon. Je pense que c'est les traductions qui sont foirées. Du moins l'anglaise, mais comme la française c'est du mot pour mot de la trad anglaise, bah elle aussi elle est nulle, c'était inévitable. Ce qui fait que quand j'ai scripté l'épisode, il y avait plein de trucs brouillons, mal expliqués, vraiment pas cohérents du tout, et que j'ai donc dû reformuler par rapport aux vilaines traductions. Mais en vrai ça va, je pense que je me suis bien débrouillé pour pas répéter de l'AD, tout en respectant l'œuvre de base et ce qu'elle aurait voulu, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? L'introduction des dieux et des esprits héroïques, j'aime beaucoup. Déjà je suis un kiffeur de mythologie, donc c'est stylé de ramener ça, et des esprits héroïques, forcément, ça rappelle Fate. Il y avait déjà Erotike qui avait cette même inspiration,
même si bon, je les drop après une centaine de chapitres, mais c'est bien, ça donne plus de liberté sur les pouvoirs, contrairement aux Panthéons qui ont des codes plus stricts et dont on connaît déjà la hiérarchie des puissances. Là, ramener genre les héros de l'humanité, en vrai, c'est hyper bien, ça ramène un grand panel de personnages avec des trucs qu'on a probablement jamais vus. Avec tout ça, je pense que j'ai tout dit concernant la vidéo et le manoir, donc parlons un peu des prochaines sorties. Dans la vidéo d'avant, j'avais teasé un gros projet. Non, ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui, même si en soi ça pourrait l'être. Mais du coup, ce gros projet, je vais le décaler d'une vidéo, je pense, parce que je veux rallonger la durée de ce projet, donc ça rajoute du taf en plus à préparer, donc il me faut un peu plus de temps, littéralement. Du coup, prochain résumé, ça va être celui en full doublage que j'avais évoqué, histoire de souffler un peu aussi en termes de dinguerie. Et là enfin, je sortirai le gros projet sûrement vers fin mai, je pense, on verra, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, vu que je parle de gros projets, il y a quelques jours, j'ai eu une illumination, j'ai eu une envie folle d'en démarrer un truc vraiment sur le giga long terme, mais ça me tient trop à cœur, donc je vais devoir m'y pencher. Pour l'instant, je peux rien dire, hormis que ça serait un résumé sur le lore d'un gros jeu, et j'espère pouvoir sortir un épisode dessus cette année, voire plus, why not. Avec ça, je pense que j'ai tout dit, enfin surtout j'espère vu le nombre de mots que j'ai enchaîné. Donc écoutez, merci d'avoir regardé, bien sûr n'oubliez pas le like, le commentaire s'il vous plaît, ça ne coûte rien et ça soutient de fou une chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, allez à plus.